Eh bien, bonjour pour ce nouveau live. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Enzo Cavalier. Alors, on s'est raté souvent. Alors, bonjour Enzo. Enfin, on a eu l'occasion de discuter ensemble. Bonjour, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, Enzo Cavalier, c'est l'auteur de Polescar, hein, qui a fait parler de lui suite à sa sélection pour la finale des Grals d'Or. Un jeune auteur qui de suite a été propulsé tout en haut de l'affiche grâce à un jeu vraiment très original. Vraiment, j'ai adoré lire Polescar, je dois te le dire de suite. Moi, j'ai trouvé ça vraiment absolument génial. Et quand j'ai appris que tu avais porté le projet tout seul, que ce soit de l'illustration avec un style vraiment particulier, l'écriture aussi qui est très particulière et une maquette vraiment super bien léchée, je me suis dit, bon, il faut un petit moment que je lui parle à ce Enzo Cavalier. Donc Enzo, toi, c'est ton premier jeu de rôle, Polescar, mais tu as bien tu t'es nourri de jeux de rôle ou de littérature? C'est quoi tes influences pour avoir pondu un jeu aussi original? Waouh, et déjà merci beaucoup pour tous ces compliments, hein. C'est toujours chouette de voir son projet, son travail, comment dire, apprécié par des personnes qui ont l'habitude en plus de lire du jeu de rôle. Polescar, c'est un projet quand même de longue date, hein. Souvent les premiers projets, on apprend en faisant, donc du coup c'est des longs projets. Moi, j'ai découvert le jeu de rôle en 2012 pendant mes études. Donc, tu vois, je suis un jeune rôliste, hein, j'ai 29 ans. Donc voilà, 2012, je découvre le jeu de rôle après avoir fait un petit peu de théâtre d'impro. Je découvre le jeu de rôle avec Oltré, notamment le vieux jeu du Grumpf. Et puis après, j'ai beaucoup joué à Oltré. J'ai pas eu énormément de références de jeux de rôle. J'ai un peu vagabondé entre plutôt des jeux maison, en tout cas des jeux faits par des copains ou des jeux un peu en improvisation, etc. Et puis rapidement m'est venue l'envie d'écrire un jeu de rôle pour déjà transporter mes copains dans un univers qui m'était cher. Et du coup, c'est plus l'univers de Polescar qui est venu avant vraiment l'écriture des mécaniques, des règles, etc. Puisque l'univers de Polescar, c'est un univers que j'ai écrit quand j'avais 14 ans pour un recueil de nouvelles pour Larousse. Il y avait les bases, on va dire, de ce socle il y avait le socle de ce monde fragmenté, très froid, composé d'îles volantes, etc., avec des peuples qui s'adaptent en fait différemment au froid, inspirés de nos peuples racines, etc. Et puis, je crois qu'en 2016 ou 2017, je commence à vraiment écrire l'univers, à le cadrer, à le game designer aussi. Je commence à écrire des premières versions du système, des versions justement assez lourdes, assez traditionnelles, on va dire, avec beaucoup de carac, beaucoup de compétences, beaucoup de bonus, malus à ajouter, etc. Et puis après, en fait, je fais des études qui me prennent énormément de temps, de la recherche, etc. Donc, je laisse de côté Polescar jusqu'à peut-être 2021. Bon, je le laisse de côté sur le travail, hein, mais je continue d'y réfléchir. Et puis, en 2021, je reprends le projet. Et là, je prends un an après mes études pour vraiment l'écrire, le maqueter, le game designer et le playtester. Et pas forcément avec l'idée de l'auto-éditer à la base. Donc, je commence à faire un peu des cycles de convention RPGers, Octogone, etc. où je suis tout seul, où je vais rencontrer les éditeurs, ou plutôt c'est les éditeurs qui viennent me rencontrer. Et puis en fait, comme j'ai beaucoup avancé dans ce processus-là, je choisis finalement de faire de l'auto-édition et du coup de porter le jeu en financement participatif en novembre 2022 sur Game On Tabletop. Et donc voilà, en fait, c'est un projet qui a grandi un peu avec moi. Et du coup, il était tellement présent dans mon quotidien que j'ai voulu le mener de A à Z tout seul, quoi. D'accord. Moi, ce qui m'a un peu frappé dans Polescar, c'est Bon, ça m'a fait penser un petit peu au début quand j'ai commencé à découvrir le jeu. Ça m'a pensé un peu au système de survie, de coopération indispensable entre les différents participants, les engagés, quoi. Ça m'a fait penser vraiment au contrevent un petit peu, tu vois. Alors, du contrevent, ça m'a fait penser beaucoup à ça, et avec un petit côté encore poétique, encore plus poussé.
Alors, tu as réussi à marier, ce que j'ai trouvé assez formidable, c'est que tu as réussi à marier un jeu franchement dur, dans un univers très dur, et tu as réussi à introduire de la poésie dedans. Dès le début, tu as développé ça comme ça, ou c'est venu naturellement, petit à petit? Alors, je pense que tous les jeux que je crée en fait, ça, quand tu crées un jeu, tu mets quand même un fragment de toi à l'intérieur. Et du coup, je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les voyages en terre difficiles. Tu vois, je suis quand même allé pas mal de fois en Scandinavie. C'est ça qui m'a beaucoup inspiré Polescar. En Sibérie, un petit peu au Népal, etc. Et en fait, les gens qui vivent là-bas, c'est des gens qui sont un peu rustres, un peu rudes, qui vivent dans des environnements difficiles, mais ils n'ont pour autant, ils ont beaucoup de poésie en eux, beaucoup d'espoir, beaucoup de mysticisme, etc. Donc c'était assez normal pour moi de l'intégrer, même d'en faire un peu la pierre angulaire de Polescar. Et du coup, Polescar, pour ceux qui connaissent pas très brièvement, on va incarner les membres d'un corps expéditionnaire, on va créer sa compagnie avant de créer ses personnages et on va partir explorer le Polescar à bord d'un bateau volant. Bateau volant, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui, des milliers d'années avant l'heure à laquelle on joue, le monde s'est brisé. Donc on n'est pas du tout sur un jeu post-apo, puisque l'apocalypse est survenu à l'époque des cavernes, on va dire, à l'époque de la préhistoire, leur préhistoire. Et donc l'humanité, elle s'est formée, elle s'est forgée dans cet environnement fragmenté, composé de contrées, d'îles volantes, sous un ciel de nuages permanents, où il fait très froid, etc. Et tu l'as dit, mes principales références, je ne m'en cache pas du tout, c'est des hommages, hein. C'est La Horde du Contrevent, Nausicaa de la Vallée des Vents, Le Château dans le ciel, et globalement tous les univers de Miyazaki. On va dire que le socle, c'est La Horde du Contrevent, et Alain Damasio est cité dans les remerciements parce que c'est pour moi une des œuvres majeures, une des œuvres piliers de mon imaginaire. Donc c'était tout naturel que j'essaie de faire ma horde à moi, tu vois, en proposant un autre univers avec plein de touches qui sont des clins d'œil. Mais plus particulièrement, je dirais, c'est Miyazaki en fait. Miyazaki, il a cette force, il a ce talent de parler de sujets très difficiles avec beaucoup de couleurs et de poésie. Et du coup, dans Polescar, c'est la survie environnementale que je traite avec beaucoup de couleurs et de poésie. Dans Voltige, on y viendra après, bah, c'est la guerre et le fascisme que je traite aussi, encore une fois, avec beaucoup de poésie et de couleurs, quoi. Donc voilà, c'était peut-être la direction artistique principale de Polescar, c'était dire, OK, le monde, il est rude, il est terne, il est froid, et la couleur, elle est apportée par les gens qui y vivent, qui survivent ensemble, qui se prêtent main forte, etc. J'aime bien aussi le système d'ombre que tu as mis aussi pour faire passer les personnages un peu comme une unité, une entité. Que les personnages, c'est silhouettes souvent, et tout se regroupe et tout forme une espèce de paysage un petit peu poétique. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie d'un tout, et les joueurs, justement, il y a un système narratif. Alors le système narratif, les joueurs sont presque invités à composer avec le meneur de jeu la construction de l'histoire, même s'il y a un setting, il y a des scénarios, c'est construit. On est quand même dans un jeu de rôle tout à fait, je ne vais pas dire traditionnel, parce qu'il y a des particularités, mais c'est un jeu de rôle qui n'est pas du narratif partagé. C'est un jeu de rôle traditionnel, mais les joueurs se sentent investis d'une mission à construire le monde avec le meneur de jeu et avec toi, en fait. Alors oui, bah, plus ça va, plus je vois, tu vois, je reviens des Intergalactiques là, donc un festival de science-fiction à Lyon, où pour le coup, il y a eu beaucoup de conférences, j'ai beaucoup côtoyé le rayon alternatif, et je me rends compte que Polescar, par exemple, a tout d'un jeu de rôle traditionnel, dans le sens où, voilà, il y a un meneur de jeu ou une meneuse de jeu, il y a des joueurs et des joueuses. Même s'il n'y a pas forcément de scénario dans Polescar, on ne va pas être sur un jeu à intrigue, à enquête, où le meneur de jeu va se poser comme l'adversité. Néanmoins, il y a quand même ce truc où le meneur de jeu, il va présenter un univers, il va être le facilitateur pour s'immerger dans cet univers. Mais l'univers, il est foncièrement bac à sable. L'univers, à travers le livre, qui se veut unique,
au sens, voilà, il n'y a pas de ce fameux triptyque, quoi. On peut tout jouer avec Polescar. Tout est décrit dans Polescar, même un peu le plot twist, il est décrit, pourquoi le monde est brisé, qu'est-ce qui se cache au-delà des nuages, etc. Mais l'idée, c'est que si des lieux sont décrits et si des formes de vie, des environnements, des modes de vie, etc. sont décrits, ça va être aux joueurs et aux meneurs conjointement de vraiment tisser ensemble au moment de la partie l'histoire qu'ils veulent raconter. C'est pas un jeu qui va nécessiter aux meneurs de jeu d'écrire pendant des heures et des heures un scénario. C'est un jeu sans préparation où on arrive au retour de la table. L'expédition qu'on va jouer, de toute façon, c'est une expédition qu'on va finir dans la soirée. On est vraiment dans une logique de aller et retour, quoi. On part du comptoir marchand, on vit son expédition et on revient. Donc, le scénario, il est très simple. C'est, OK, ce soir, vous allez escorter tel émissaire dans telle tribu, vous allez ravitailler telle communauté. C'est très simple. Et après, tout le reste, tous les rebonds scénaristiques qui font un bon scénario, eh ben, ils sont décidés collectivement autour de la table, un peu comme si on racontait une histoire autour d'un feu de camp, parce que les joueurs, ils vont pouvoir décrire ce qu'ils voient, décrire ce qu'ils entendent, inventer des rumeurs au sujet des tribus qu'ils vont visiter, etc. Toujours dans l'idée que Polescar, en fait, ce soit un univers bac à sable dans lequel on puisse mettre un petit peu ce qu'on veut et que des joueurs et joueuses puissent prendre une idée d'un film, d'un roman, d'une BD et la mettre à la sauce Polescar. Tu vois, je sais que, par exemple, en ce moment, dans Polescar, il y a pas mal de vers géants qui sortent de la neige, quoi, parce que on est dans l'époque de Dune, mais ça me va. C'est leur Polescar, quoi. Voilà. Bien sûr, après le joueur il construit justement, c'est ce que je disais, il participe à la construction de l'histoire et du déroulement du scénario. J'ai trouvé ça assez futé, mais sans toutefois passer le palier de la narration partagée, où il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal avec la narration partagée. C'est une étape supplémentaire, ça. Toi, tu fais du théâtre de l'impro, tu fais du théâtre, je sais pas ce que tu fais. C'est facile pour certaines personnes, mais pour d'autres, je suis au travail des tables où les joueurs se retrouvent bloqués, même avec un système comme Powered by the Apocalypse, pourtant qui n'est pas foncièrement compliqué, les joueurs ils étaient complètement bloqués. Et je trouvais que ton système fait passerelle. Il faut trouver des idées, et puis on a peur autour de la table de pas avoir la bonne idée, de finalement de pas être au top. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure des silhouettes. C'est vrai que j'aime bien travailler avec les silhouettes, parce que je trouve que parfois dans les jeux de rôle, c'est un petit peu intimidant quand on voit des personnages très photoréalistes, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de personnalité, de se dire waouh, est-ce que je vais être à la hauteur d'interpréter ce proche chevalier beau dans une armure étincelante. Et du coup, avec Polescar, et c'est le cas aussi avec Voltige, j'ai essayé de travailler des personnages qui ont très peu de détails sur eux pour laisser la possibilité aux joueurs de vraiment se glisser dans la peau du personnage et de lui donner la personnalité qu'il veut. Et ça, je trouve que ça a bien marché beaucoup en convention pendant l'année et demie où j'ai tourné, où j'ai présenté Polescar, parce que j'avais 6 pré-tirés et à chaque fois, c'était des personnages différents avec des personnalités très différentes. Et voilà, je trouve que c'est un peu une force de ce genre de jeu, quoi. Tu connais des personnes qui ont construit des campagnes autour de Polescar ou... Eh ben ouais, alors ça commence là, c'est rigolo, le jeu il a été livré aux backers en mars dernier, il est sorti en boutique en juin dernier, on est à un peu moins de, à peine, enfin on va atteindre les 500 exemplaires vendus, donc tu vois le jeu a trouvé son public. Et en fait au début j'ai été un peu, je me suis un peu posé la question, mince, il n'y a pas beaucoup de parties, même sur le Discord, il n'y a pas beaucoup de campagnes qui se lancent. Et puis, en fait, il y a une inertie dans le jeu de rôle. Et là, les premières campagnes se lancent, les premières tables ouvertes se lancent. J'ai des premiers retours de personnes qui ont construit leur comptoir marchand, leur compagnie, etc. Et donc, en fait, il faut juste attendre, parce que quand un rôliste achète un jeu, il faut se dire qu'il a une pile de lecture qui est déjà bien grande souvent. Et du coup... voilà. Mais oui, je commence à avoir vraiment des retours de parties sur le Discord des éditions dérivantes assez chouettes. D'ailleurs, les éditions, quand tu as lancé ton projet, à la base, elles n'existaient pas, en fait. C'est après que tu les as créées, ces éditions, non? Ça s'est passé comment, en fait? Parce que j'ai vu que tu avais créé une maison d'édition. Ouais, en fait, quand j'ai porté Polescar le financement participatif au nom de Enzo Cavalier, simplement en nom propre.
Et puis, après le financement participatif, quand il a fallu, notamment quand le jeu a pu être distribué par Asmodée via Novalis, ben, pour les boutiques, il faut des numéros de ciré, etc. Et donc, il faut faire les choses un petit peu carrées. Donc, j'ai créé une micro-entreprise, hein, c'est une micro-entreprise, les éditions dérivantes, avec lesquelles, du coup, j'ai pu prendre en charge la commercialisation de Polescar et puis, du coup, prendre en charge aussi toute la production de Voltige, notamment, etc. Ouais. Tu as préféré garder le projet vraiment pour toi, ne pas, parce que tu aurais pu chercher un éditeur, tout simplement, plutôt que créer ta maison d'édition. Tu aurais pu prospecter au niveau des maisons d'édition. Tu veux vraiment garder… c'est vrai que j'aurais pu. Au début, j'étais dans cette optique-là de trouver un éditeur. Et puis en fait, j'ai eu quelques propositions, des propositions qui sont soit arrivées trop tôt, soit qui sont arrivées trop tard dans le projet, parce que déjà, je m'étais lancé dans la page de financement participatif, j'avais devisé les contreparties, etc. Donc, ça aurait vraiment repoussé Polescar. Et au bout d'un moment, quand on a un projet comme ça, il faut qu'il sorte, sinon on s'en dégoûte, quoi. Et donc voilà, j'ai préféré le faire tout seul. Et puis une fois que le jeu était sorti en financement, que j'avais livré les backers, etc., c'était beaucoup plus simple de tout faire pour moi. Et puis au final, avec Voltige, j'ai eu envie de recommencer parce que j'avais acquis tellement de compétences avec Polescar que j'avais envie de les mettre au service d'un autre projet. Et voilà, c'est satisfaisant en fait de suivre toutes les facettes du projet parce que du coup, c'est vraiment la vision d'une personne, même dans les contreparties, etc. Donc, ça engendre pas mal de stress, hein, mais c'est du bon stress, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, Polescar, c'est une gamme fermée, c'est clos, où tu as encore des idées à glisser dans cet univers qui est vraiment un univers construit. Hein. On va voir avec Voltige, c'est pas tout à fait le cas, on va en parler. Mais là, c'est un univers très construit avec un vrai setting. Donc, il y a de quoi faire, où tu laisses maintenant… tu as fait ton bébé, tu le laisses aux mains des joueurs pour qu'ils le développent à leur manière et tu verras comment ça évolue, quoi. Eh ben, ma réponse aurait été différente il y a 6 mois. En fait, quand j'ai fait le financement participatif, j'ai présenté Polescar comme étant une gamme one shot, une gamme fermée avec un livre dans lequel il y avait tout. Et c'est vrai, j'ai pas menti, hein, dans le livre, il y a tout pour jouer à Polescar, le jeu d'expédition. Pendant le financement, ont même été débloqués des suppléments, un supplément enfant, un supplément pour jouer dans des contextes militaires et un supplément pour jouer dans un contexte d'exposition universelle qui rajoute des pierres à l'univers. Et ça, pour moi, j'avais tout dit. L'idée, c'était qu'après, le jeu vive, se construise en bac à sable, etc. Et puis, au bout d'un an, là, il y a beaucoup de personnes sur Discord, en convention, etc., qui me demandent une campagne. Je suis vraiment pas fan des campagnes rédigées avec des histoires prédéfinies, etc. Donc, l'idée d'une campagne ne me séduit pas complètement. Mais par contre, l'idée dans le même univers de faire une autre proposition et en fait, au travers de cette autre proposition, de faire avancer l'univers, ça, c'est une idée qui germe petit à petit dans ma tête. On verra quand est-ce qu'elle verra le jour. Là, pour l'instant, les éditions dérivantes, elles se concentrent sur Voltige. Il y a d'autres jeux qui sont en préparation. Donc voilà, il faut créer un agenda pour que ce soit cohérent. Mais j'aimerais proposer, en fait, avec Polescar, j'ai exploré on va dire l'aventure ouvrière, l'expédition ouvrière. Dans Polescar, on joue pas des héros, on joue des gens qui ont fait de l'aventure leur métier, qui vont aller et venir sans cesse, qui vont vraiment construire leur compagnie. En fait, avec une potentielle V2, j'aimerais, c'est pas vraiment une V2, mais on va dire une extension, un nouveau jeu dans cet univers-là. J'aimerais développer une approche plus héroïque de l'expédition et de placer les joueurs un petit peu plus dans une terra incognita, qu'on puisse jouer les Amundsen, les Christophe Colomb, etc. Avec une vision un peu plus maintenant qu'on se doute de ce qu'il y a au-delà des nuages, on va essayer de vraiment aller au-delà des nuages pour savoir ce qui se passe et tenter de comprendre pourquoi le monde il est brisé, etc. Un peu style Compagnie des Glaces dans les airs. Un petit peu. Carrément.
Ouais. Ce sera plus cette idée-là, quoi. Voilà. Ouais. Avec Polescar, le jeu d'expédition, on a joué les Ouais. ouvriers, les pionniers. Et puis, du coup, avec cette V2, potentiellement, on jouera vraiment les grands noms de l'histoire Hmm. qui feront rentrer, s'ils y arrivent, Hmm. Polescar dans une nouvelle ère, quoi. D'accord. Et tu commences déjà à gamberger là-dessus, malgré qu'il y ait Voltige et tout, tu arrives Alors, je gamberge, mais pour l'instant, ce ne sont que des notes dans un Ouais, cahier. Ça ne ouais. sortira de toute manière pas avant au moins fin 2025. Hmm. Donc voilà, j'ai largement le temps de mûrir ça, de prendre un maximum de retours sur Polescar. Hmm. Voilà. Est-ce que ça t'a nourri, parce que tu as vite embrayé sur Voltige, on va y arriver. Est-ce que Polescar, les retours d'expérience et tout, t'ont nourri pour l'écriture de Voltige, ou c'était déjà trop avancé pour que ça le fasse? Non, en fait, dès que j'ai fini Polescar, on va pas dire que je me suis mis tout de suite à écrire Voltige, mais j'avais tout de suite envie de me lancer dans un nouveau projet. J'étais sûr que j'allais faire un nouveau projet parce que ça m'avait énormément plu. Et du coup, et j'avais été vraiment hyper touché de voir plein de gens comme ça aimer en fait ce style graphique, aimer cette proposition ludique-là. Et donc, très rapidement après Polescar est née l'idée de Voltige. Et du coup, tu vois, en fait, le plus long pour Polescar, ça a été d'acquérir la compétence de dessin, de mise en page, même écrire un livre de jeu de rôle, ça demande une méthodologie. Et donc, tu vois, j'ai mis peut-être, ouais, je pense 2-3 ans à vraiment construire Polescar. Et j'ai mis 1 an et demi à construire Voltige. Donc, on est passé du double au simple. Mais c'est pas parce que le jeu est bâclé, hein, c'est déjà parce que le jeu est beaucoup plus petit. Il fait 3 fois moins de pages. Et puis, c'est un jeu, Voltige, qui propose pas un univers, comme tu le dis, hyper développé avec des factions, des peuples, des lieux, etc. C'est plus une boîte à outils dans lequel les joueurs vont pouvoir coller le cadre de jeu qu'ils veulent. Et l'idée, c'est de les aider à créer un type d'univers dans lequel ils vont vivre des récits de voltigeurs, etc. Mais du coup, comment dire, j'ai pas eu du tout la même méthodologie. Enfin, si, j'ai eu la même méthodologie pour écrire Polescar et Voltige, mais c'est juste que tous les allers et retours que j'ai fait pour Polescar, bah, je les ai pas fait pour Voltige parce que je savais exactement ce dont j'avais besoin. Tu sais, quand tu écris un premier jeu de rôle, tu écris beaucoup, 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 puis après, il faut enlever, et c'est très dur d'enlever. Quand tu sais le faire, bah, tu n'écris que ce qui est nécessaire, et voilà, du coup, tu vas plus vite, tu gagnes du temps, etc. Dans ton processus de création, quand tu crées un jeu de rôle, tu développes le système en même temps, ou tu le fais après, ou comment tu procèdes en fait? Parce que tu es aussi l'auteur du système, faut le dire, le système D, quoi. Ouais, et ben alors pour Polescar, j'ai fait l'exact inverse de ce que j'ai fait pour Voltige. Pour Polescar, j'ai développé l'univers avant les règles, et je trouve que ça se sent parce que c'est en fait l'univers, comme je disais juste avant, il a grandi avec moi, tu vois, il y a toutes ces factions, ces peuples qui se sont mis en place dans ma tête bien avant même l'idée d'en faire un jeu de rôle. Et donc, quand je suis arrivé au moment d'en faire un jeu de rôle, il a fallu que je vienne un peu casser ma pyramide pour rajouter des briques de système à l'intérieur. Et donc, il y a eu des longs allers et retours de système. J'ai mis presque 1 an et demi à développer le système, à le faire tester, à le faire repartir à zéro, à affiner ma proposition, etc. Parce que je voulais un système beaucoup plus cinématique où on joue des personnes très particulières. Au début, on pouvait tout jouer dans Polescar, et puis après, on a pu jouer que des explorateurs, et puis après, finalement, on a joué plein de corps de métier dans le milieu de l'expédition. Donc, j'ai affiné comme ça au fur et à mesure, en partant de l'univers. Et en fait, avec Voltige, donc en développant le système D, etc. Et avec Voltige, comme je savais que je ne voulais pas utiliser le système D, parce que le système D, c'est un système qui est profondément pensé sur la survie et la coopération, la magouille, la bidouille, l'autonomie, etc. C'était pas du tout le propos de Voltige. Voltige, c'est un jeu qui est basé surtout sur le drama entre les personnages, le drama du personnage intérieur,
ses relations avec ses rivaux, ses relations avec les gens de l'archipel, son rapport à la guerre, son rapport à l'implication dans la résistance, etc. On était sur quelque chose de plus humain. Et donc, je me suis dirigé vers le système PBTA, un système qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps, tu vois. Et donc là, je suis parti du système en ayant une idée précise du type d'aventure, du type de récit que je voulais proposer. Et donc, je suis vraiment, de toute façon, les jeux de rôle PBTA, on part du système PBTA. De toute façon, ça, c'est une évidence. Donc, tu vois, j'ai fait l'inverse pour Voltige. Et puis, je voulais, avec Voltige, je voulais simplifier le système PBTA et proposer un hack intéressant du système PBTA. Quelque chose de peut-être moins rigide, de peut-être plus transgenre, en s'inspirant un peu de ce qui a été fait du côté de Fate ou du côté de City of... Peut-être aussi. Ouais, un petit peu du côté de Tale from the Loop aussi, en fait. Tu vois, c'est vraiment Tale from the Loop qui m'a inspiré beaucoup, étonnamment. Dans Tale from the Loop, on va jouer le quotidien des enfants et le mystère quand ils vont enquêter sur des choses paranormales. Et je voulais vraiment qu'il y ait ce rapport à deux vitesses aussi dans Voltige. Et dans Voltige, du coup, de la même manière, il y a le quotidien, c'est-à-dire la vie sur l'île, etc. Et puis la mission, qui elle est beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus rythmée, beaucoup plus dynamique, etc. Et donc voilà, donc je suis parti du PBTA et j'ai enlevé dans le PBTA les lourdeurs que je n'aime pas et j'y ai rajouté un peu de poésie peut-être et surtout d'esprit d'équipe. Vraiment, j'ai fait en sorte, un peu comme dans Polskar, j'ai fait en sorte que voilà, on puisse se serrer les coudes, on puisse s'encourager. Voilà, qui est cette matrice humaine un peu vivante autour de la table, quoi. Ouais. Bon, il faut dire aussi, bon, on va en parler parce que c'est quoi un voltigeur? Bon, c'est des personnages qui sont hors du commun, c'est pas des personnages, c'est des personnages un petit peu, on n'est pas dans le personnage anonyme comme peut l'être l'ouvrier l'ouvrier de Polskar. Là, c'est vraiment on peut dire des pilotes d'élite en fait, etc. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas suivi la campagne de financement, qu'est-ce qu'un voltigeur et c'est quoi Voltige en fait? Alors, Voltige, de son sous-titre Les Contes de la Mer Azur, c'est un jeu de rôle donc motorisé par l'Apocalypse, un jeu de rôle PBTA, dans lequel on va incarner des voltigeurs. Les voltigeurs, ce sont des pilotes de voltige. La voltige étant cet appareil aérien qui n'est volontairement pas bien décrite dans le livre pour laisser toute la place à l'imaginaire et pour donner la possibilité aux joueurs d'adapter la forme que prennent leurs voltiges au cadre. Une voltige dans le livre, c'est décrit comme un aéronef à haute vélocité qui est capable de voler, de se poser à la surface de l'eau et de plonger sous l'eau. Et vraiment un véhicule amphibie qui va osciller entre le ciel et la mer, un peu inspiré des poissons volants, des cormorans, etc. Donc, dans le cadre de base, et comme je les représente dans le livre, ce sont des sortes d'hydravions un peu qui peuvent aller dans des environnements subaquatiques. Mais il y a des cadres de jeu dans lesquels, par exemple, une voltige, ça peut être un ptérodactyle à la Avatar, un dragon, ça peut être des wingsuits, enfin, tu fais un peu ce que tu veux avec la voltige. Et donc, les voltigeurs, ce sont des pilotes qui, avant la déclaration de guerre, étaient des pilotes de course, des pilotes de long courrier, des pilotes de Canadair, bref, des pilotes, mais plutôt des pilotes issus du civil, et qui, à la déclaration de guerre, à la montée au pouvoir d'un régime fasciste que les joueurs définissent avant de créer leur personnage, et ben ces voltigeurs, ils ont refusé que leurs voltiges deviennent des instruments de guerre et de mort, et ils ont fui, ils se sont réfugiés dans la mer Azur, et ils sont rentrés en résistance pour défendre la mer Azur, parce que la mer Azur, c'est leur terre natale, c'est la terre dont ils sont tombés amoureux, etc. Donc, on est vraiment sur un jeu, on n'est pas sur un jeu de guerre, pam pam boum boum, on va tuer des soldats. Loin de là, on est plus sur un jeu de résistance, de désobéissance civile, dans lequel on ne va pas incarner Monsieur Tout-le-Monde parce qu'on sait quand même piloter un véhicule volant. Donc, on sait faire face à des bombardiers ennemis, à des chasseurs ennemis, etc. Mais en même temps, on est un civil, on a une famille, on a un quotidien sur l'île,
On ne doit pas exposer ses proches et son île à la guerre. Et donc, on est sur un jeu presque, moi j'aime bien dire, de KPDP aérien, tu vois. On est un peu ces espèces de mousquetaires qui auraient troqué leur rapière contre un appareil volant. Et on est aussi un peu dans un jeu de super-héros, mais sans super-pouvoir, parce qu'il faut garder son identité secrète. Là, les références, c'est Porco Rosso, c'est Cowboy Bebop, c'est Aviator, Pearl Harbor, Dunkerque, tous ces films. Donc, les joueurs, enfin, et le meneur de jeu peuvent se transposer dans l'univers qu'ils préfèrent, un univers, que ce soit un univers space opéra, un univers de steampunk. Tu as réussi à combiner tout ça pour que tout soit accessible dans ce bac à sable. Ouais, en fait, le jeu, c'est un bac à sable. L'univers, il est décrit à travers des lieux archétypaux. Donc, tu vas avoir, je sais pas moi, la base secrète du Zéphyr, l'île déserte, le bistrot de quartier, l'usine désaffectée. Et tous ces lieux, tu les transplantes à n'importe quel univers, à l'univers que tu as choisi. Et par contre, la session 0, elle va te poser la question à quoi ressemble ton monde? Y a-t-il de la magie? Est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce que l'univers est très sombre? Est-ce qu'il est porteur d'espoir? L'ennemi, à quoi ressemble-t-il? Est-ce que c'est un régime fasciste type contemporain? Est-ce que c'est une flotte russe extraterrestre? Est-ce que c'est un consortium de magiciens? Voilà, tu fais un peu ce que tu veux, mais l'idée, c'est que peu importe le cadre que tu choisis, le jeu, il est là pour raconter un type de fiction et toi, tu viens juste coller les images que tu veux dessus, quoi. D'accord. La construction se fait un petit peu comme, tu as simplifié encore la chose, comme une construction d'un setting, d'un background de PBTA avec un tour de table, etc. Ou c'est plus libre les joueurs? Comment tu as procédé en fait? Non, là, je me suis inspiré des meilleurs. Donc, je suis allé voir ce qui s'est fait du côté de The Sprawl, du côté de Billet d'Acier, etc. Donc, la session 0, pour que ça parte pas dans tous les sens, on est vraiment sur une session 0 structurée avec des questions. On va définir le monde. Ensuite, on va définir l'ennemi. Donc, l'ennemi avec un grand E. On va définir son dictateur ou sa dictatrice, la personne qui l'incarne, la tête du serpent, si on peut dire. Et puis après, on va définir le type de guerre qu'il mène. Est-ce que c'est une guerre idéologique, une guerre de ressources, une guerre d'espèces, tu vois, ou d'ethnie, etc. Parce que quand même, le jeu aborde des thèmes qui sont assez durs. Et puis après, on va définir notre mer Azur. Est-ce que la mer Azur, c'est une mer type Adriatique? Est-ce que voilà, là, tu vas définir ton île, etc. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va définir ces voltigeurs pour que les voltigeurs puissent vraiment coller au cadre, puisque notamment un des livrets d'origine qu'on peut choisir, c'est le livret du déserteur. Donc, le déserteur, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'ennemi et qui en est parti. Si c'est un régime fasciste, bon, ça va, tu joues un ancien type un ancien nazi ou un ancien, voilà, ok. Mais si l'ennemi, c'est une flotte russe extraterrestre, on peut très bien imaginer, et d'ailleurs, c'est ce qui est proposé dans le jeu, que le déserteur, ce soit un alien, en fait. Et donc ça apporte énormément de richesse. Du coup, à la rejouabilité, on va dire, des cadres, des ambiances, etc. Donc, c'est des livrets d'archétypes que tu proposes dans le jeu, ou c'est beaucoup plus simple, en fait, quand tu proposes un personnage. Alors, dans les jeux de rôle PBTA, en général, enfin même la plupart du temps, ton personnage, il va être défini par un livret, ce qu'on appelle en anglais les playbooks. Et en général, tu choisis un playbook, un livret qui est très archétypal. Tu vas jouer le pilote, tu vas jouer le tech, tu vas jouer, voilà. Et ou alors tu vas jouer plutôt un symbole, tu vois, je pense à de billets d'acier où tu vas jouer l'obéissance, tu vas jouer la monstruosité, etc. Et je trouve que ça rend, même si les playbooks de ces jeux sont très très bien écrits, ça rend le personnage des fois un peu cliché parce qu'il est unilatéral. Et donc avec Voltige, je voulais proposer une ambivalence, en tout cas un personnage qui soit un petit peu plus nuancé. Et donc, dans l'idée de simplifier, des fois, je trouve que c'est vraiment mon avis, mais des fois, je trouve que les PBTA, étant donné que ta feuille de personnage, c'est pas vraiment une feuille, c'est un livret dans lequel tu vas cocher des choses, etc. Ça rend la feuille un peu aride. Et donc, j'ai voulu
retourner sur une feuille de personnage générique pour Voltige. Tout le monde a la même feuille. Mais par contre, quand tu vas construire ton personnage, tu vas associer 2 livrets qui sont de demi-livrets en réalité. Ils sont beaucoup moins denses qu'un livret classique. Tu vas associer un livret d'origine. Il y en a 4 dans le bouquin de base. Le natif, le colon, le mercenaire et le déserteur. Ouais. Et à ça, tu vas associer un livret d'idéal. Et il y en avait 4, mais un 5e a été débloqué pendant le financement. Donc, il y a par amour. Ça, l'idéal va vraiment représenter pourquoi tu te bats. L'origine définit ton lien avec la mer Azur et l'idéal va définir pourquoi tu te bats. Et donc, tu as par amour, par devoir, pour la gloire, par secret. Et le dernier, celui qui a été débloqué, c'est par foi. Et donc, ça développe tout le côté mysticisme, tout le côté religion qui sont souvent aussi des raisons pour lesquelles s'engager dans la résistance ou dans la guerre, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, tu associes ces 2 livrets et ça te donne un personnage. Et du coup, ça fait que la richesse du groupe, il peut y avoir 2 personnages par amour, mais un natif et un colon par amour ne donneront pas du tout les mêmes personnages, etc. Ouais, d'accord. J'ai compris. Voilà. Donc là, on est en pleine campagne la campagne de financement se termine à la fin du mois parce qu'elle était un petit peu prolongée. Donc finalement, ces interviews tombent bien. Hein. Donc la campagne. Donc dans le bouquin, tu as tout le système de création de personnages et après tu as quoi, un petit peu comme dans le PBTA avec des idées de pitch, d'histoire. Qu'est-ce que tu as glissé dans l'ouvrage de base? Ouais, alors dans l'ouvrage, il y a la proposition vraiment, la résistance, la mer Azur, etc. La création de perso, toutes les règles. Alors, les règles, les moves, bien sûr, hein, toutes les manœuvres, hein, ça reste un PBTA. Donc, le Voltige s'appuie sur 8 manœuvres de base disponibles à tout le monde. 2 manœuvres un peu spéciales qui sont liées à une ressource avec laquelle on va pouvoir jouer qui s'appelle la réputation. Et puis, des manœuvres de chronique qui vont être, elles, un peu comme dans The Sprawl, qui vont être les manœuvres du genre demander un service, tu vois, toutes ces manœuvres un peu de préparation. C'est des manœuvres là, donc ça va être vivre sur l'île, écouter la rumeur, demander un service, fixer ses objectifs de mission, etc. Donc ça, c'est des manœuvres qui vont servir à séquencer le scénario pour que la mission, elle soit timée et qu'une partie fasse une mission, quoi. Moi, je suis toujours resté comme Polskar dans cette idée, tu joues 3 heures, tu as un début et une fin, et finalement, tu vis un épisode de ta série préférée. On est un peu là-dessus. Et puis après, la grosse partie du livre, ça va être justement tous ces lieux archétypaux qui vont permettre à l'AMC et aux joueurs de co-créer leur mer Azur. Et puis à la fin, les archétypes de mission qui, là, pour le coup, ça va être des missions qui vont être un petit peu plus thématiques et qui vont structurer la campagne. Voilà, ça peut aller de trouver des alliés à couper la tête du serpent. Et ça va être un peu des manœuvres, comment dire, des missions un peu charnières, quoi. On va jouer 2-3 fois et puis à un moment, on va dire, OK, là, cette fois-ci, on est sous l'eau, il faut qu'on trouve des alliés. Donc, on va jouer cette mission-là qu'on va complètement pouvoir adapter à notre cadre, mais qui va vraiment nous donner des enjeux forts, très cinématiques, etc. D'accord. Voilà. En gros, voilà le livre. Le livre, il fait 125 pages. Ouais, il est ramassé quand même. Ouais. Donc, il est court, il est compact, il se perd pas en description et en description. Il propose juste ce qu'il faut pour jouer. Et voilà, je me suis moins perdu. D'accord, tu n'as pas besoin tu as tout le nécessaire, tu n'as pas besoin de te procurer soit Dungeon World, tu as tout le système PBTA est dedans, quoi. Ah oui, tu as tout le système PBTA, le système PBTA hacké, mais il y a toute la description des règles, etc. Et d'ailleurs, dans les add-ons du financement participatif, il n'y a pas grand-chose de plus, entre guillemets. Tu vas avoir un écran, et des aides de jeu. Donc vraiment des aides de jeu plastifiées qui vont en fait représenter les manœuvres que tu vas pouvoir partager autour de la table. Et comme le jeu PBTA utilise, comme Voltige utilise 2 dés à 6 faces, 1 dé à 8 faces et des jetons, j'ai proposé dans un sac, dans un sachet, dans un sac en suédine, tout ce qu'il faut pour jouer. Comme ça, si tu prends ça, voilà, quand tu reçois ton colis, tu peux jouer, tu n'as pas besoin de racheter des D6, des D8 en plus, quoi.
D'accord. Qui n'a pas hésité un petit peu quand tu as choisi le PBTA avec le système Fate, parce que j'ai l'impression que quand tu me décris le jeu, j'ai l'impression qu'il se prête bien, il serait bien prêté aussi à un système Fate. Eh ben oui, mais moi je trouve le système Fate trop usine à gaz, quoi. Ah, d'accord. J'y ai joué au système Fate, hein, mais je le trouve très très chouette. Mais parfois je le trouve un petit peu poussif, et puis des fois on se perd avec tous ces espèces de mots-clés qu'on vient qu'on vient écrire sur la table. Ça nous sort de la fiction. Au moins, je trouve que le PBTA, on discute. À un moment, il y a un truc qui se passe décisif. Ouais. On regarde le move qui colle le plus. On lance 2d6 ou dans Voltige 1d6, 1d8 selon la situation, et on voit ce qui se passe et hop, ça repart. Et voilà, j'aime bien le côté PBTA. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans les PBTA, c'est les livrets en fait. Oui. Et donc, parce qu'avec les livrets, on a une identité très forte de nos personnages. Et c'était vraiment ça que je voulais développer dans Voltige. Ouais. Enfin, moi, si je pose la question, c'est parce que le système Fate, je le trouve quand même plus accessible aux joueurs lambda que le PBTA, qui demande quand même une espèce d'interprétation. Moi, j'ai toujours peur à une table de PBTA avec des joueurs que je ne connais pas, qu'il y en a un qui bouffe la parole de tout le monde, parce que dès qu'en PBTA, dès qu'il est un peu timide et tout, tu as tendance à pas trop parler. C'est pour ça que le système Fate, je trouvais qu'il est… Mais bon, après, je pense que ça, tu vois, en fait, pour moi, la MC dans un jeu PBTA, elle n'a pas à écrire de scénario, elle n'a pas beaucoup de travail en amont de la partie. Et donc pour moi, le travail de la MC pendant une partie, c'est surtout de faire ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire distribuer le temps de parole. Et en fait, pour moi, la MC dans un jeu PBTA, c'est plus que le réalisateur, c'est le caméraman qui va passer d'un personnage à un autre, qui va couper quand il faut, qui va mettre sous les projecteurs un personnage au bon moment. Et donc voilà, donc là, j'ai essayé d'aider ça dans Voltige. Mais voilà, c'est clair que je préfère le PBTA. Et tu vois, pour te dire, là, hier, aux Intergalactiques, j'ai fait jouer une partie de Voltige en live sur Twitch. Et à ma table, il y avait un joueur vétéran, quelqu'un qui est un gros rôliste, quoi, qui avait déjà fait du libreté, etc. Une joueuse, une autrice de SF qui n'avait pas joué au jeu de rôle depuis 20 ans. Et un nouveau joueur qui venait de découvrir le jeu de rôle, le concept du jeu de rôle 2 minutes avant. Et ben ça a bien roulé. Ça a bien roulé parce que ce système de move, ce système dans Voltige de je t'aide, je te donne de la réputation pour faire tes actions, ça articule la narration, ça laisse une personne agir, les autres la soutenir, et puis après une autre personne agir, et puis les autres la soutenir. Tu vois, il y a moins ce côté fouillis qu'on pouvait retrouver à l'époque de Dungeon World, où finalement, quand il fallait faire un jet de, je sais pas moi, tâter le terrain ou observer un adversaire, tout le monde le faisait. Là, Voltige s'inscrit plus dans la nouvelle génération des jeux de rôle PBTA, on va dire, quand même plus narration partagée, quoi. D'accord. Et là aussi, tu t'es nourri de Miyazaki avec tous ces trucs dans le ciel, une espèce de poésie, de mouvement, avec un trait aussi qui me fait penser un petit peu de temps en temps à ce que tu fais, me fait penser un peu au Hugo Pratt aussi, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Ouais, et ben c'est carrément, il y a les références là, ça va être Porco Rosso, bien évidemment, hein, c'est le jeu de rôle pour faire, enfin, moi je l'ai écrit comme étant comme le jeu de rôle pour faire Porco Rosso parce que c'est, je pense mon Miyazaki préféré. Et je me rends compte que c'est peut-être le Miyazaki le moins connu. Quand je vais en convention, là, que je dis Porco Rosso, les gens, ils connaissent pas du tout. Mais voilà, c'est Porco Rosso, c'est Le vent se lève. Et puis oui, comme tu l'as dit, c'est Corto Maltese. Il y a vraiment une vibe Corto Maltese, une vibe un peu Cowboy Bebop. Parce les voltigeurs, c'est des mousquetaires du ciel pour moi, mais ça peut être aussi un peu ces cow-boys, tu vois, ces héros solitaires qui s'en vont à bord de leur voltige dans le soleil couchant, quoi. Donc on a un petit peu ce côté-là. Et puis du coup, comme c'est toujours moi qui dessine, c'est le même style graphique, mais par contre, j'ai complètement changé la palette de couleurs.
Je suis resté dans les bleus, mais dans Polestar, c'était les bleus du froid, de la pierre, etc. Ouais. Et là, on est vraiment dans des bleus, le bleu du ciel qui se confond avec le bleu de la mer Azur pour un côté plus ensoleillé quand même. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux, je dirais, tout à fait. Ouais. Donc là, la campagne de financement s'achève. S'il y en a qui veulent essayer est-ce que tu animes des parties sur Twitch, sur Discord, tu vas faire des conventions encore un petit peu? S'il y en a qui veulent essayer? Ouais, alors plusieurs manières. Donc effectivement, le financement, il a cours encore jusqu'à pendant 8 jours. Donc jusqu'au 30 avril, là, il y a déjà 112 souscripteurs, donc le projet il a bien avancé, il y a plein de paliers qui ont été débloqués, etc. Il y a un kit de découverte gratuit qui est disponible donc sur la page de financement via la boutique Itch.io des éditions dérivantes. Sur le Discord des éditions dérivantes, je propose des parties. Maintenant, je les propose sur demande. Au début du financement, je les proposais à créneaux réguliers. Et puis voilà, il y a beaucoup d'actual play. Je recommande notamment l'actual play avec Olivier Larue de Ultima Verba, où on a fait un vis-à-vis, donc une partie de Voltige en tête-à-tête. Voltige marche très bien en un meneur, un joueur, quoi. Ouais. Et je recommande aussi l'actual play avec Aki Hellfire. Non pas que les autres n'étaient pas bien, c'est juste qu'avec Aki Hellfire, on a fait un actual play de 2h30 et je trouve que la partie, elle est trop cool en 2h30, quoi, pour montrer que c'est vraiment très dynamique, etc. Avec 3 joueurs et joueuses. Et puis sinon, donc là, j'ai fait beaucoup de conventions déjà, mais la prochaine convention, c'est dans 2 semaines. Je serai à Kaisersberg, au festival du jeu de rôle de Kaisersberg, là, où je pourrais proposer des parties de Voltige si besoin. Mais le mieux, c'est quand même, ça reste Discord, quoi. D'accord. Le message est passé, on le marquera sous la vidéo quand elle sera en retransmission. Écoute Enzo, je crois qu'on a fait le tour, non, il me semble, là. Hein, on a bien discuté. Écoute, carrément. On a bien fait le tour des 2 projets des éditions dérivantes, c'est cool. Écoute, je te remercie. Je te souhaite bonne chance pour Voltige et tes projets futurs. Hein, on en parlera plus tard parce que là, il y a déjà l'actualité bien changée. Donc, je pense que tu as plein d'idées encore. Voilà. Donc, on aura l'occasion de se croiser et puis on essaiera vraiment de se croiser de visu, enfin. Oui, carrément, avec grand plaisir. Pour échanger. Écoute, Enzo, merci. Et à bientôt. Hein, merci beaucoup. Puis, voilà, bon visionnage pour ceux qui regardent la vidéo et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de financement. J'ai essayé de faire le jeu le moins cher avec des contreparties tout PDF, vraiment très accessible. C'est important pour moi que le jeu de rôle soit un outil accessible. Donc voilà, allez faire un tour, quoi. Oui, il faut aller faire un tour parce que si Voltige est aussi bien que Polestar, on va se régaler. À bientôt. Ciao.